Mes chers amis auditeurs, vous écoutez le Libre Journal du vendredi soir, dirigé comme de coutume désormais par Lucien Rabouille, assisté comme toujours de Claude Séraphin. Bonsoir Claude. Bonsoir, cher Lucien. Ce soir, deux France. D'un côté, la France du crucifix et du drapeau blanc, des vierges ascensionnistes et des vétérans de Sedan, des processions de Paray-le-Monial, des ragots des duchesses orléanistes, des chevaux légers qui rêvent encore de charrettes en 1873. La France de l'ordre moral. Et de l'autre, la France des amours masculines, des cabarets enfumés de la République de Weimar, des scandales de Penthièvre, des écrivains ambigus, des camaraderies trop intenses pour n'être que de simples camaraderies. La France homosexuelle. D'un côté, la France des processions, de l'autre, la France des passions. D'un côté, la morale affichée, de l'autre, la vie cachée. Deux sujets que tout oppose ou presque, sinon que l'ordre moral, ce furent aussi les salons, les scandales sexuels, les clercs en dentelle, la littérature fin de siècle où ces hommes que la chair et le désir consumaient se retrouvaient devant le choix impossible entre le pied de la croix et la bouche du canon. L'histoire homosexuelle en France, ce furent aussi les marquis précieux, les écrivains décadents, des gardes prétoriens nationalistes et des intrigants de la réaction. Deux thèmes et deux ouvrages. L'ordre moral, 1873-1877, royalisme, catholicisme et conservatisme, co-dirigé par Olivier Dard et Bruno Dumont, édité aux éditions du Cerf, 17 chapitres, autant d'auteurs et un directeur. Olivier Dard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'université en Sorbonne, bien connu de nos auditeurs, et connu également pour vos études sur le temps politique. De l'autre, un ouvrage individuel, publication d'une thèse, Droite nationaliste et homosexualité en France, au Sorbonne Université Presse, par Michael Studnicki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, historien, et étudiez des courants nationalistes et également l'histoire en France de la sexualité. Deux ouvrages, deux thèmes, l'ordre moral, pour commencer. L'ordre moral, en voilà un programme, on entend souvent, c'est une occurrence journalistique fréquente, c'est le retour de l'ordre moral dès qu'il y a un petit tour de vis puritain. C'est aussi une période très bien définie en histoire politique française, qui va de 1873 à 1877. Elle marque un basculement. Voilà des monarchistes qui votent les lois fondatrices d'une république. Une république dirigée par des monarchistes, des incroyants ou catholiques tièdes qui agitent le crucifix entre deux champs de bataille, des francs-maçons qui pèlerinent pour la République ou agitent la foi du charbonnier. République des ducs, écrivait Daniel Lévy, qui marqua aussi peut-être la fin des notables. Un moment où l'on voyait dans un même numéro de presse un débat enflammé sur la couleur du drapeau, un récit d'apparition à Pont-Martin et un compte-rendu de salon de la duchesse de Galliera, arbitre autoproclamé de la monarchie future. Alors, certains habitués de l'histoire du 19e croient connaître l'ordre moral, et notamment par sa caricature. Cher Claude Séraphin, je crois que vous avez étudié la caricature de l'ordre moral lors de vos études. Précisément, je n'ai pas tellement étudié l'ordre moral, si ce n'est que en première année à Sciences Po, en histoire du 19e, bien sûr, on nous parle de l'affaire ridicule, grotesque du drapeau blanc et de l'absurde entêtement du comte de Chambord qui, pour une vague histoire d'étoffe, aurait fait obstacle à la restauration qui pourtant semblait fatidique. Alors, l'ordre moral vaut-il mieux que sa caricature? C'est le directeur de l'ouvrage, Olivier Dard, qui répondra à cette question. Olivier Dard, pour préciser un peu l'objet, l'ordre moral, 1873, 1877, c'est quoi? C'est quand? De quoi s'agit-il? Alors, l'ordre moral, effectivement, en 1873, c'est d'abord une formule. C'est d'abord une formule de celle du maréchal de MacMahon, qui définit l'ordre moral ainsi, je le cite, « Avec l'aide de Dieu, le dévouement de notre armée, l'appui de tous les honnêtes gens, nous continuerons l'œuvre de libération de notre territoire et du rétablissement de l'ordre moral dans notre pays. Nous sommes le 25 mai 1873 et de ce point de vue, MacMahon insiste à raison sur trois choses. Premièrement, le contexte international. N'oublions pas qu'en 1873, la France est encore dans le sillage, et je dirais surtout le traumatisme, de la défaite de 1870, d'une occupation effectivement prussienne, des lendemains de la Commune de Paris, et il faut par conséquent régler ou essayer de régler cette question et solder cette humiliation et cette défaite qui a été terrible. Deuxième chose importante, c'est l'hommage rendu effectivement à l'armée comme valeur sûre et valeur que l'on va d'ailleurs appeler par la suite l'Arche Sainte, une Arche Sainte qui doit ou qui sera censée préparer la future revanche contre le vainqueur d'hier, c'est-à-dire non plus d'ailleurs
la Prusse, mais l'Empire allemand. Rappelons que le Reich s'est construit sur la défaite française de 1870. Dernier élément, les honnêtes gens. Alors là, c'est un grand classique, c'est comme le bon sens. Les honnêtes gens, effectivement, ce sont celles et ceux qui sont réputés être enclins à défendre à travers l'ordre moral une société traditionnelle. Et de ce point de vue, ce qui caractérise l'ordre moral, c'est qu'il est à la fois un projet politique et religieux. Interpénétré, il y a un projet de restauration monarchique, vous l'avez dit, et il y a aussi la volonté d'une régénération de la France chrétienne. Alors, une république est proclamée en septembre 1070, le suffrage universel qui était déjà appliqué sous le Second Empire est confirmé, et voilà que le peuple, en république, vote pour une assemblée monarchiste. À quoi attribuer, comment expliquer cette apparente contradiction ? Alors, effectivement, l'élection de février 1871 voit arriver à la Chambre des députés 400 élus monarchistes, alors qui ne sont pas faits du même alliage. Il y a une majorité monarchiste, c'est absolument incontestable, mais au sein de ces élus monarchistes, il y a déjà deux catégories, les orléanistes et les légitimistes, des orléanistes qui s'accommoderaient finalement d'une république d'une monarchie de type parlementaire, ça c'est le premier volet, et qui, si on réfléchit à des précédents historiques, au fond, sont quelque part les héritiers de la monarchie de Juillet, si on va très vite. De l'autre, effectivement, les légitimistes, qui sont des partisans d'une restauration bourbonienne incarnée par le prétendant, donc le comte de Chambord dont on va reparler. Mais au sein de ces légitimistes eux-mêmes, il y a une division entre, d'un côté, une aile très radicale et rigoriste, celle des chevaux légers, qui va d'ailleurs suivre le comte de Chambord, on va sans doute en reparler, dans son intransigeance vis-à-vis de la question du drapeau blanc, et une autre aile chez ces légitimistes qui, finalement, est davantage politique et qui verrait davantage la possibilité politique d'une restauration de la monarchie, qui a essayé jusqu'au bout de convaincre, effectivement, le comte de Chambord de transiger, car, soyons clairs, en 1873, il existe en France une véritable possibilité de restauration monarchiste, au-delà des 400 élus, mais cette restauration n'aura pas lieu. Alors, autre élément, puisque vous me parliez quand même des élections de 1871, je précise une dernière chose. Est-ce qu'il y a finalement un tel électorat monarchiste en France ? On peut évidemment en discuter, d'autant qu'en 1876, après l'échec de l'ordre moral, on constate un raz-de-marée républicain, ce qui permet aussi de comprendre le succès des candidats monarchistes, c'est aussi qu'ils font campagne à ce moment-là pour la paix. Et c'est un élément très important. Mais ça ne saurait, minorer l'importance d'un courant royaliste profond, puissant, y compris dans de larges secteurs, à la fois de l'opinion et de la géographie électorale française du temps. Et vous venez, Olivier Dard, précisément de dissiper une autre caricature, un autre stéréotype qui existe à propos de l'ordre moral, c'est que précisément cette assemblée de 71 serait liée uniquement à un sentiment pacifiste et ne révélerait pas du tout l'existence d'une opinion d'un courant populaire légitimiste. J'ajoute à votre remarque, justement, l'idée que cette assemblée conservatrice qui a été élue l'a été essentiellement par analphabétisme politique, pour reprendre la formule de Maurice Agulon à propos de l'élection de 48, qu'en fait le bon peuple n'aurait voté que pour le seigneur et les notables, comme le raconte Tocqueville en 48. Alors je pense que c'est quand même un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que d'abord, il existe à l'époque une presse royaliste importante. Il existe des comités, des milieux royalistes importants, et en particulier en province. Et il y a aussi, à travers ce projet monarchiste, une incarnation qui est celle, effectivement, d'Henri V. Et de ce point de vue, il appartient d'ailleurs aux prétendants de faire savoir ou de faire valoir ses droits à la couronne. Il le fait.
Et c'est toute la question qui se pose depuis 1871, qui est celle de savoir finalement dans quelle mesure ce prétendant exilé à l'étranger, il est à Frosdorf en Autriche, est susceptible ou non d'exercer le pouvoir, dans un contexte où vous employez le mot conservateur, conservatrice. Thiers lui-même avait parlé d'une république conservatrice. Donc l'heure est bien à une forme de conservatisme, d'un certain retour à la tradition, dans un contexte d'ailleurs qui est aussi celui de l'ordre moral où le politique est allié au religieux, à travers une période qui, de ce point de vue, n'est pas sans faire songer à l'été 40, qui est celle d'une atmosphère doloriste, d'une atmosphère d'expiation. On cherche à comprendre pourquoi la France a connu ce désastre de 1870 et à cet égard, l'idée d'une punition qui aurait frappé la France après, alors là je me place du point de vue des légitimistes, évidemment c'est leur discours, après celle de la Révolution française, ce discours a effectivement une place qui compte dans le contexte de ces années-là. Alors, dans cette partie politique qui s'engageait, la droite, les conservateurs semblaient avoir un bon jeu, c'est pas, tirer les bonnes cartes. Une majorité parlementaire, l'humeur du pays, un courant d'opinion qui pouvait les accompagner, et puis les voilà qui se couchent avant la dernière partie. On dit souvent que la restauration de la monarchie, que l'on pensait probable, possible, en 1872-1873, a échoué pour une raison aussi anecdotique, surannée, que la couleur d'un drapeau. Oui, alors elle a échoué, effectivement, Drapeau blanc. à cause, effectivement, de cette question du drapeau blanc. C'est effectivement une cause majeure, c'est le motif du refus du comte de Chambord. Il refuse de transiger sur cette question du drapeau, y compris lorsqu'un certain nombre de ses proches ont tout fait pour l'amener à évoluer sur cette question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de la couleur du drapeau n'est pas justement simplement une question de couleur de drapeau. Derrière les trois couleurs bleu, blanc, rouge ou derrière le drapeau blanc se jouent plusieurs pièces. La première, c'est celle de savoir finalement à quelle France entend se référer la future monarchie. Pour le prétendant, les choses sont simples et claires et nettes. Son projet de restauration est très clairement un projet contre-révolutionnaire. Il est donc impossible pour lui d'envisager de s'accommoder du drapeau tricolore. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, et là aussi pour dissiper peut-être certains malentendus, il importe de comprendre quelle monarchie est, dans l'esprit du comte de Chambord, la monarchie de référence. Je dirais que c'est beaucoup moins la France de Louis XIV que celle de Saint-Louis, d'Henri IV. C'est de cela dont il parle quand il évoque la question du drapeau blanc. Et donc, on est dans un rapport à la monarchie qui mêle chez lui très étroitement politique, religieux, pas forcément défense de l'héritage Louis XIVien ou de l'héritage absolutiste. Et à cet égard, effectivement, Chambord est dans une position très différente de celle qui va être, par exemple, celle de l'Action française, qui va beaucoup célébrer le grand siècle. Le grand siècle n'est pas forcément la référence de Chambord. Sa référence est peut-être son grand-père Charles X, plutôt. C'est Charles X, mais c'est bien sûr, mais c'est aussi un héritage contre-révolutionnaire et, j'ajouterais, une expérience de vie. La vie de Chambord, il faut imaginer ce qu'a été la vie de celui qu'on a appelé l'enfant du miracle, qui n'a, et pour cause, jamais connu son père. Cet enfant du miracle, élevé par la duchesse d'Angoulême, élevé dans le culte des martyrs, d'une contre-révolution doloriste, références et discours d'ailleurs que l'on trouve chez un certain nombre d'autres aristocrates de son temps légitimistes. Quelqu'un comme le marquis de la Tour du Pin, lorsqu'il écrit un certain nombre de textes autobiographiques, revient sur sa propre éducation et sur le traumatisme qu'a pu représenter la Révolution française pour sa famille. Et donc, de ce point de vue, il y a dans l'esprit du comte de Chambord l'idée qu'on ne peut pas pactiser avec la Révolution française. C'est pour lui, si vous voulez, un choix presque existentiel que ce choix du drapeau blanc par rapport au drapeau tricolore.
Dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est de ne pas donner à penser, ce choix de Chambord, que nous serions en présence d'un homme qui serait complètement hors du temps. Chambord est, comme le fut d'ailleurs Louis-Napoléon Bonaparte, sensible à la question sociale. Il y a un texte d'ailleurs, je Oui, crois. oui, tout à fait. Il a, sur le capitalisme de son temps, un regard négatif, que l'on retrouve d'ailleurs dans tout un catholicisme social, et j'évoquais la figure de la Tour du Pin, on pourrait citer Albert Demain, qui est tout à fait dans la ligne de ce que peut penser Chambord à l'époque. Et il s'accommode d'ailleurs, Chambord, du suffrage universel. Le problème, encore une fois, n'est pas pour lui un problème de restauration à l'identique de l'Ancien Régime. C'est simplement, malgré tout, une démarche contre-révolutionnaire visant à araser la Révolution française, ses symboles, ce qu'elle représente, et la fracture qui est née de cette révolution. Il y a chez Chambord, et ce sera mon dernier point ici, à prendre en compte aussi une dimension fondamentale chez lui qui est son providentialisme. Chambord, et c'est d'ailleurs ce que savent et ont du mal à comprendre, même un certain nombre de légitimistes, qui eux font de la politique, qui sont prêts, et c'est ce qui peut se comprendre, à des transactions parlementaires. Il y a déjà eu des monarchistes au Parlement, sous la Restauration, etc. Mais Chambord, lui, ne veut pas de transactions parlementaires. Il est, j'ai envie de vous dire, à l'image ou dans le sillage d'un Joseph de Maistre, convaincu que c'est la Providence qui guide l'histoire. Et par conséquent, si Dieu, au fond, ne veut pas laisser faire cette restauration à laquelle il aspire, eh bien, il n'y aura pas de restauration. Il refuse, finalement, d'adopter une attitude politique, parlementaire, ce qui fait qu'évidemment, vu l'état du pays, vu la composition de la Chambre, il se met évidemment dans cette perspective, dans une situation très délicate. Encore une fois, un certain nombre de ses proches ont cherché à le faire évoluer, et plus ils ont cherché d'ailleurs à le faire évoluer, plus il a marqué, tout à fait publiquement d'ailleurs, par la plume, son refus de toute volonté chez lui de transiger. La transition est toute trouvée. L'hypothèse d'une restauration de la monarchie s'éloigne, et les conservateurs gagnent du temps. Prise de MacMahon est président de la République, et ils mènent néanmoins une politique avec cette majorité. Et cette politique, effectivement, est empreinte, finalement, de ce providentialisme. On parle de punitions célestes, il y a des pèlerinages, il y a des expiations, il y a tout un folklore liturgique. Il y a comme une ambiance eschatologique dans cette France de l'ordre moral, finalement. Oui, alors, effectivement, mais attention, même si, effectivement, MacMahon va rester aux affaires jusqu'à ce que la crise du 16 mai 1877 précipite, évidemment, après les élections qui suivent, sa chute, il faut bien considérer que cet échec de la Restauration, alors, ne brise pas tout l'ordre moral, puisque, encore une fois, notre livre porte sur les années 1873-1877, mais il y a, malgré tout, véritablement un coup d'arrêt, à la fois par rapport à la perspective d'une restauration monarchiste, mais aussi, et c'est ça qui est peut-être le plus important à prendre en considération, rupture aussi, parce que c'est assez rapidement d'ailleurs que le camp républicain relève la tête. Il y a des élections partielles de 1874 qui s'avèrent évidemment déjà difficiles pour le camp monarchiste, et les élections générales de 1876 sont favorables aux républicains. L'heure est passée. L'heure est passée, ce qui explique d'ailleurs que pendant finalement longtemps, et on en parle d'ailleurs dans l'introduction du livre, on ait considéré cette séquence, y compris chez un certain nombre d'historiens, dans des manuels, cette séquence de l'ordre moral comme sans intérêt. Ce n'aurait été qu'une simple parenthèse. Nous pensons, avec Bruno Dumont, avec les auteurs de ce livre, que c'est beaucoup plus que cela, même si effectivement c'est une séquence brève qui se termine par l'échec de ce que souhaitaient évidemment ses principaux protagonistes, mais malgré tout, on ne peut la balayer d'un trait de plume. Une séquence brève, mais qui semble avoir finalement marqué le corps social français. Si on lit certaines entrées, il est notamment question d'un renouveau religieux. L'ordre moral serait une période qui aurait accompagné un retour de la foi et de la pratique religieuse, Olivier Dard.
Oui, de ce point de vue, l'ordre moral est effectivement inséparable d'un renouveau religieux. Alors, là encore, le poids du contexte est évidemment essentiel. Il y a deux éléments à prendre en considération. Le premier, je l'ai déjà évoqué, je n'y reviens pas, c'est le choc de la défaite de 1870, les conséquences également de la Commune. Donc on est dans une période effectivement particulièrement marquée sur le plan des traumatismes dans la société française, mais on est aussi dans une conjoncture où, du point de vue des pratiques religieuses, il y a effectivement un certain nombre de phénomènes, non pas nouveaux, mais réactivés. Parmi eux, évidemment, toute l'importance des pèlerinages. Ces pèlerinages de Parelmonial, ces pèlerinages de la Salette sont particulièrement marquants pour caractériser cet ordre moral et ils sont d'ailleurs d'autant plus marquants, ces pèlerinages, qu'ils nous donnent à voir à quel point finalement des foules peuvent se presser dans ce type de réunion, des foules qui mêlent à la fois un christianisme ou un catholicisme populaire, c'est un élément fondamental, mais aussi un certain nombre d'élus, un certain nombre d'élites qui viennent se régénérer elles-mêmes au cœur de ces pèlerinages, où dans certains cas, il fait bon de se montrer, sans doute, parce que c'est dans l'air du temps. Ajoutons à cela toute l'importance également des apparitions. Les apparitions importantes précèdent l'ordre moral, Lourdes, la Salette, etc. Mais les pèlerinages, évidemment, vont se renforcer avec l'ordre moral. Une nouvelle apparition a lieu à Pontmain, vous l'évoquiez dans votre présentation, Lucien Rabouille, en 1872. Et ce phénomène des apparitions est très important et très intéressant parce que, d'un côté, il témoigne d'une ferveur, d'une aspiration à la ferveur, mais il témoigne aussi de la part du clergé, et ça c'est important, d'un sentiment Oui. beaucoup plus mitigé, en ce sens que la hiérarchie catholique Dépassé. se méfie, oui, craint en quelque sorte d'être dépassée par ces phénomènes. Il y a eu beaucoup d'autres apparitions qui n'ont pas été en quelque sorte homologuées, et l'Église catholique, la hiérarchie catholique, veut rester maîtresse de ce processus marqué, encore une fois, par ces pèlerinages, par ces mobilisations de masse. Il y a également, je crois, tout un chapitre sur l'université catholique de Séraphin. Et effectivement, on lit. Alors d'abord, l'une des lois qui ont marqué cette période de l'ordre moral, c'est la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. Et on voit émerger des universités catholiques qui, dans le domaine juridique, s'efforcent de contrer l'influence républicaine dans les facultés d'État et notamment de diffuser une science juridique imprégné de lois naturelles et de lois divines. Il y a en quelque sorte une guerre culturelle dans le domaine du droit menée sous l'ordre moral. Absolument. Alors, je rappelle qu'il y a quand même aussi les prières publiques qui sont importantes, y compris à l'Assemblée. Alors, effectivement, cette question de l'enseignement, elle est capitale. Vous avez raison d'insister là-dessus. Et elle prend d'autant plus d'importance que, justement, le projet de restauration a échoué. Ce qui nous a amené d'ailleurs dans ce volume à réfléchir sur le bilan, en quelque sorte, législatif de l'ordre moral. La hiérarchie catholique, une fois qu'elle a compris que la restauration n'était pas possible, que la République allait sans doute advenir, on ne sait pas exactement sous quelle forme, parce que les lois constitutionnelles de 1875 sont quand même relativement, non pas floues, mais ouvrent des perspectives qui pourraient être, malgré tout, une forme de restauration monarchique si on changeait tout simplement le terme de République pour y mettre monarchie à la place. Mais l'Église catholique, effectivement, ou les catholiques vont se, regrouper autour d'éléments qui sont pour eux essentiels. L'enseignement, vous avez tout à fait raison, est primordial. Et de ce point de vue, les républicains s'en inquiètent. Et vous savez que la question de l'école, à quel point elle va être fondamentale au début des années 1880 avec les lois Ferry. Le droit joue un rôle effectivement très important.
Et nous étudions dans ce volume, une collègue étudie là l'importance des facultés de droit. Et au-delà des facultés de droit, il y a du côté des catholiques le développement de toute une série de groupes, de réflexions et de tout ce que l'on va appeler, et ça va durer bien après l'ordre moral d'ailleurs, les jurisconsultes catholiques. Mhm. Et ce monde lié au droit et au catholicisme est effectivement un des marqueurs du temps, et on se défie effectivement de la place que pourrait revêtir l'État dans la question de l'enseignement. Et il y a un autre élément sur lequel je voudrais dire un mot, c'est que ce qui polarise aussi l'opposition entre les catholiques et, non pas encore véritablement les républicains, mais malgré tout leurs adversaires, qui sont républicains, soit, mais qui à l'époque n'exercent pas encore le pouvoir en tant que tel, c'est la question des funérailles, Oui. la question des enterrements civils. Alors, des enterrements civils qu'il ne s'agit pas d'interdire véritablement, mais dont on veut absolument limiter la portée dans l'espace public, parce que on craint que le développement de ces enterrements civils, ou que leur visibilité puisse effectivement, justement, altérer les sentiments ou l'appui. Je reviens à la déclaration de MacMahon que les honnêtes gens pourraient porter à l'ordre moral. Chapitre signé Guillaume Cuchet, Guillaume Cuchet, qui rien de d'ailleurs moins. a étudié sous le prisme de la déchristianisation l'essor de l'incinération dans la société contemporaine, Il dans y un voit tout un autre indicateur contexte. Voilà. marquant. Absolument. Il y a un autre sujet que le goupillon qui devient politique, c'est le sabre. Cette union étroite entre la religion et l'armée, le sabre et le goupillon justement, et que souvent l'on attribue au Second Empire, semble être ici portée encore plus loin. D'autant que l'armée, je crois, n'a pas toujours eu bonne presse à droite, elle était vue comme républicaine, comme l'armée des masses. Là, cette fois-ci, il semble que l'armée est reprise en main et même vue comme un facteur de moralisation de la société. Oui, alors elle est d'autant plus vue ainsi que nous sommes dans un contexte de défaite. Et parmi, j'allais dire, les procureurs de cette défaite, on trouve un certain nombre de légitimistes, et je suis désolé de revenir au cas de la Tour du Pin, mais la Tour du Pin a publié un certain nombre de textes dans lesquels, justement, il met en cause l'échec de l'armée à Sedan, tout en souhaitant effectivement voir cette armée profondément transformée pour justement devenir à la fois un pilier de stabilité, mais aussi, et ça va être un élément qui naît à l'époque de l'ordre moral, mais qui va se poursuivre évidemment par la suite. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on a appelé l'Arche Sainte, l'armée devenir effectivement le moyen par lequel, ou l'institution plutôt, par laquelle on souhaite arriver à la revanche. Une revanche qui paraît, pour les contemporains, nécessaire évidemment à ce moment-là. Encore une fois, on ne comprend rien à l'ordre moral si on ne mesure pas le poids du traumatisme de la perte des provinces perdues, l'Alsace, ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine, ou si on, plus proprement d'ailleurs l'Alsace-Moselle. La littérature d'ailleurs s'en saisit, on a des textes extrêmement célèbres, rappelez-vous, notamment la dernière classe d'Alphonse Daudet. Alors, cléricalisme, piété sacrificielle dans la défaite, défense de l'armée comme institution, comment ne pas penser tous les ingrédients, finalement, tous les éléments déjà de l'affaire Dreyfus ? Alors, il y a effectivement dans le point de vue, alors vous remarquerez, il y a quand même une différence ici très importante, c'est que la question de l'antisémitisme n'existe pas dans le contexte dont nous parlons. Mais effectivement, si on se projette 20 ans plus tard, en pleine affaire Dreyfus, eh bien effectivement, parmi les discours des anti-Dreyfusards, il y a bien sûr un antisémitisme souvent extrêmement virulent, mais adressé aussi au camp Dreyfusard le reproche d'affaiblir l'armée. On ne peut pas finalement considérer que Dreyfus soit innocent parce que de toute façon, reconnaître l'innocence de Dreyfus signifierait que l'armée se serait trompée, et on ne peut pas reconnaître une erreur de l'armée face à la menace allemande et à la nécessité de la revanche. Et ce discours d'ailleurs de défense de l'armée va se prolonger bien après l'affaire Dreyfus, car cette affaire Dreyfus, même une fois
que le procès de révision a eu lieu, même une fois que Alfred Dreyfus finalement ait été réhabilité. Cette idée selon laquelle l'armée a été très profondément affaiblie par l'affaire Dreyfus, on la retrouve notamment très développée du côté de l'Action française avant la Première Guerre mondiale. C'est un classique. C'est un classique de la presse du temps. La presse maurassienne. L'ordre moral, c'est certes un projet de restauration de la monarchie, finalement un échec. D'une certaine manière, une réussite sociale, reprise en main de l'armée, rechristianisation de la France. C'est aussi une pratique politique. On comprend en vous lisant et en lisant certains chapitres, en particulier celui à consacrer à la duchesse de Galéria, que le parti politique qui encadrait l'action de l'ordre moral était moins, comme aujourd'hui, une grande association dirigée, administrée, avec des délégations, des militants encartés, que des sortes de comités, d'appartements somptueux, un peu comme les intrigants de la rue de Poitiers en 48. Je ne sais pas d'ailleurs si on retrouve les mêmes protagonistes ou la même ambiance. Il y a ce salon où se réunissent des nobles, des grands bourgeois. Vous qui êtes historien des élites, pourriez-vous déjà décrire un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ces salons de l'ordre moral et puis aussi répondre à une question, est-ce que l'ordre moral n'a pas été le grand moment de fusion, de métissage des élites françaises entre une bourgeoisie et une noblesse, et même sur une noblesse d'empire? Alors, l'ordre moral lui-même, stricto sensu, sans doute pas, mais les lendemains de l'ordre moral, sans doute. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, vous parlez de parti politique, attention, attention, là, d'abord, il n'y a pas de parti politique véritablement avant la loi sur les associations de 1901. Alors, on peut avoir tout un débat sur la question de savoir dans quelle mesure il existe ou non des proto-partis, mais ce qui est intéressant ici, en insistant sur les salons, c'est effectivement sur ce lieu où se réunissent effectivement un certain nombre d'élites, alors où se mêlent la politique, la littérature, les arts. Les salons ne sont pas une innovation de l'ordre moral. Ils existaient avant, ils vont exister après. Les clubs. Les clubs, les salons. Et on va d'ailleurs observer à quel point ils se poursuivent, y compris même sur un mode moindre, évidemment, jusque dans l'entre-deux-guerres. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément important, c'est qu'effectivement, ces salons sont à l'époque un lieu de sociabilité élitaire, vous avez tout à fait raison, mais ils peuvent être aussi un lieu de sociabilité politique. Et à cet égard, ces salons vont se caractériser, j'allais dire, au fil du temps, plutôt par une référence et une appartenance à des milieux qui vont être réservés, voire hostiles à la République naissante. Là où les républicains vont davantage se réunir, se retrouver, c'est dans ce qu'on appellera notamment les comités. De ce point de vue, il y a une sociologie un petit peu différente ou des types de structures un petit peu différents. Dernier point sur lequel je voudrais insister ici, c'est le fait que vous évoquiez la fusion des élites. Oui, pour une part, assurément, et notamment du côté des orléanistes. C'est-à-dire que les orléanistes, finalement, une fois la Restauration déclarée impossible, ils ont d'ailleurs fait quelques propositions, on ne va pas y revenir, en 1873 notamment, mais on a parlé de l'intransigeance de Chambord. Quelles alternatives ont-ils? Eux sont, pour bien que nos auditeurs comprennent bien, ce sont des libéraux. Les fondateurs de la Troisième République sont également des libéraux. N'oublions jamais cela. Et libéraux, parlementaires, et à cet égard, effectivement, les orléanistes sont sans doute la tendance qui va le mieux s'accommoder de la suite de cette histoire. Si on repense au célèbre Trois droites de René Raymond, bon, les bonapartistes sont évidemment à l'écart de l'ordre moral, donc on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais les légitimistes... Il y a un chapitre sur les orléanistes. Bien sûr, il y a un chapitre, et heureusement, mais ils ne jouent pas un rôle central. À l'inverse, évidemment, après l'échec de l'ordre moral, les légitimistes vont se retrouver quand même en très sérieuses difficultés au cours des années qui vont suivre, et pour cause. Et à l'inverse, les orléanistes vont finalement réussir à davantage tirer leur épingle du jeu. Il y a dans la recherche du temps perdu, et d'ailleurs, Proust, dans la recherche, fait parler la duchesse de Guermantes au sujet du salon de la duchesse de Galéria, en disant qu'elle était un personnage représentatif d'une époque, un peu comme le maréchal de Mac-Mahon, ce qui n'était pas un compliment. Et en effet, concernant la culture des élites, on pense au dialogue entre Odette de Crécy et Madame de Cambremer. L'une se pique d'avant-garde musicale et écoute Chopin,
la seconde, Madame de Cambremer, Debussy bien sûr, et la seconde, Madame de Cambremer écoute Chopin, et Odette lui dit qu'effectivement sa culture est un peu surannée, et apparemment la culture classique, la culture académique serait effectivement l'apanage du salon. D'ailleurs, il est écrit dans votre ouvrage que l'Académie française était un haut lieu d'orléanisme, c'est-à-dire de ce que Baudelaire ou Flaubert vitupéraient comme étant la culture bourgeoise. Dernière question, justement, pour conclure sur cette question de l'ordre moral, et Claude Séraphin fera l'épilogue. Est-ce que, à force d'échecs, et devant, justement, une victoire qui pourtant était promise, la droite n'a-t-elle pas nourri un imaginaire de la déréliction où l'honneur, la fidélité étaient saufs, le comte de Chambord n'a pas transigé sur les principes, peu importe effectivement la réussite ou l'échec politique dans le temps, ce qui compte c'est de rester digne, c'est de rester droit. On sait qu'il y a tout un imaginaire de la décadence et de la déréliction qui va s'affirmer fin de siècle, et on associe souvent la droite, en particulier la droite radicale, à un culte de l'échec. Est-ce que cet imaginaire-là ne se met pas en place lors de l'ordre moral ? Oui, pour la partie effectivement de cette droite qui est restée fidèle à Chambord ou du moins à la mémoire de Chambord. Mais j'ajouterais quand même que, vu de droite, si je puis dire, la référence à l'ordre moral, par la suite, est très faible. Et c'est ce que l'on a d'ailleurs cherché avec Bruno Dumont, à mesurer en quelque sorte les traces, notamment politiques, que l'on pouvait repérer par la suite. Ce que l'on constate, c'est que c'est d'abord un échec. Ce n'est pas une expérience dont on se réclame. Et de ce point de vue, même l'héritage monarchiste, et notamment celui de l'Action française par la suite, ne revient jamais sur la question de l'ordre moral. Et quand certains monarchistes vont revenir sur cette question de l'ordre moral, comme Emmanuel Baudelomeni, ça va être pour parler d'une contre-révolution manquée, accuser effectivement les orléanistes. Mais de ce point de vue, c'est l'échec ou le sentiment d'échec qui domine. Si certains, effectivement, peuvent s'en satisfaire au nom d'un honneur sauf, pour beaucoup d'autres, c'est quand même un échec politique et qui va se payer d'ailleurs, qui va se payer cher. C'est le premier, mais c'est pas le seul. Hein. On trouve deux échecs électoraux importants. On ne va pas en parler évidemment ce soir, mais en 1885 et en 1889, qui soldent véritablement la fin d'une hypothèse conservatrice en France. Chers auditeurs, ce fut la première fois dans l'histoire du 19e et peut-être même du 20e que les droites furent unies, la première tentative d'union des droites, et ce fut un échec. Bobino. Chers amis, Radio Courtoisie pourrait se taire, car Radio Courtoisie, sans subvention ni publicité, ne vit que de vos dons. Radio Courtoisie fête ses 38 ans ce mois-ci, mais ses finances sont fragiles. Aidez-nous, soutenez-nous, pour que cette voix ne s'éteigne pas. Dès maintenant, faites un don en ligne sur soutenir.rc.fr ou envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance. Merci. Chers amis auditeurs, Jean-Yann aimait les sujets qui mettent tout le monde mal à l'aise, les impôts, le gluten, Noël dans les belles familles, les trottinettes électriques, et un autre sujet que l'ordre moral, qui peut sembler d'ailleurs assez loin, l'homosexualité à l'extrême droite. Titre d'un ouvrage dont nous recevons ce soir l'auteur, de la droite nationaliste. Ce sujet que vous traitez, Michael Studnicki, a pour beaucoup été pendant longtemps un non-objet. L'extrême droite, ou la droite nationaliste, est hostile à l'homosexualité. Point barre. Pourtant, l'ouvrage en question, aux éditions Sorbonne Université, reconsidère la question. Il y a un discours officiel, effectivement, de condamnation dans la presse nationaliste, assez dur, assez hostile, assez moqueur, et puis une réalité. Comme la présence d'homosexuels dans les journaux, dans les ligues, dans les partis de droite nationalistes, des figures, des écrivains. Et puis, une tradition commune au nationalisme et à l'homosexualité de marginalité. Et puis enfin, une évolution récente du discours des décideurs du Rassemblement national. Et également, une évolution électorale, même je pense, des homosexuels. Car au fond, ce sont des identités qui se croisent et, si j'ose dire, se frottent. L'identité individuelle, celle du désir intime, pudique, souvent secrète. Et enfin, l'identité collective, celle de la nation. De la virilité revendiquée, de l'ordre, de la discipline, de l'incarnation verticale du chef. Et parfois, deux identités qui entrent en collision. Une collision qui introduit, contrairement à celle qui a échoué avec l'ordre moral, une fusion. Car ce soir, nous entrons dans le territoire paradoxal où Platon et Virgile croisent Brasillac et Gide, où le discours nationaliste se veut d'airain et finit par bruisser de quelques ambiguïtés. C'est une histoire intellectuelle, une sociologie politique, une anthropologie du secret, du non-dit, un immense secret de Polichinelle que la droite connaissait, que la gauche moquait, que l'historiographie considérait comme un non-sujet. Trop visible pour être étudié, trop embarrassant pour être nié. Alors ma première question, Michael Studnicki, sera sans doute la plus simple. Qu'est-ce qui vous a décidé à entrer dans cette zone grise où l'histoire officielle n'a jamais voulu regarder droite nationaliste et homosexualité en France ?
Alors, merci pour la présentation. C'est d'abord tout simplement la lecture d'un ouvrage. Lorsque j'étais étudiant, j'avais 20 ans, j'étudiais à l'université de Lille l'histoire et j'ai lu l'ouvrage d'une de mes enseignantes qui s'appelle Florence Tamagne et qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire de l'homosexualité en Je Europe. préface l'ouvrage avec Olivier Dard. Tout à fait. Et qui est un ouvrage novateur, qui est la première étude historique à traiter des questions de l'homosexualité sous un angle historique et comparatiste avec à la fois la France, l'Angleterre et l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. La lecture de ce livre a été pour moi une véritable révélation parce que je trouvais que c'est la première fois qu'on pouvait réellement traiter de ces questions-là avec un sérieux historique. En le lisant, je me suis dit, il serait intéressant de croiser avec une dimension politique sur la même période, la période de l'entre-deux-guerres et les années 30, et pourquoi pas le faire avec l'extrême droite. Donc c'était le point de départ, donc un premier travail de master qui a consisté à travailler sur une décennie. Et lors de cette décennie, j'ai vu certaines des ambiguïtés que vous citiez. Et ensuite, plus tard, lorsque j'ai débuté un doctorat, puisque ce livre est le fruit d'un doctorat, j'ai souhaité travailler sur une période beaucoup plus large, un empan chronologique qui va des débuts de la Troisième République, les années 1870, la naissance de la Troisième République, la naissance un peu après des mouvements nationalistes, des premiers mouvements nationalistes, mais aussi ces années-là, les années 1870, les années 1880. C'est une période pour l'histoire des homosexualités de bouleversement. On ne va plus parler de pratique, comme ça a été le cas au XIXe siècle. On va commencer tout doucement, sous l'influence de la médecine, puis de la presse, à parler d'homosexualité comme une catégorie sociale. Michel Foucault l'a montré, d'autres travaux historiques l'ont montré. Donc j'ai souhaité aller de ces années-là, de ces débuts de la Troisième République, jusqu'à l'époque du mariage pour tous, le milieu, la fin des années 2010. Parce que cette période-là, on va dire ce siècle et demi, permettait de comprendre les évolutions du sujet. Alors, la chronologie est intéressante, des années 1870-1880 à aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un même lieu de naissance, finalement, de l'identité sexuelle avec le nationalisme. Un petit rappel pour nos auditeurs, effectivement, dans les années 70-80, je crois que c'est la première fois où on définit non pas des pratiques, non pas des comportements, mais des identités sexuelles. Il y a un nom, d'ailleurs, que vous citez, Karl Maria Kertbeny, je crois, qui est un Allemand, qui aurait été le premier à se définir comme tel, je crois. Mais c'est-à-dire que tout simplement, les premiers écrits médicaux, effectivement, vont essayer non plus de parler de pratiques, en fait, de pratiques sexuelles, mais essayer de définir cela sous un angle médical et sur celui d'une inversion de genre, en fait. On va penser les homosexualités, puisqu'on traite aussi bien dans l'ouvrage des homosexualités masculines que féminines, sous un angle d'inversion de genre. Donc l'homosexualité, ce serait quelque part une pathologie, ce seraient des personnes qui souffriraient d'une pathologie médicale, selon les écrits médicaux de l'époque, qui se manifesterait d'abord par une inversion de genre. La présence d'une âme féminine dans un corps masculin, la présence d'une âme masculine dans un corps féminin. Et donc ces écrits médicaux, effectivement, progressivement, sous l'influence de Kertbeny, puis ensuite de sexologues tels que Havelock Ellis, tels que Ulrich, tels que d'autres sexologues encore, vont progressivement effectivement se diffuser. Et la presse va également reprendre en fait ces stéréotypes de genre et accoler aux homosexualités tout un tas de caractéristiques qu'on qualifie aujourd'hui d'homophobes et qui sont effectivement infâmes, un vice contre nature, avec d'abord, Olivier parlait tout à l'heure de l'ordre moral, mais il y a d'abord une lecture religieuse des relations entre personnes du même sexe, la condamnation biblique, l'épisode de Sodome et Gomorrhe, l'épisode qui consiste à dire finalement que l'homosexualité sera un péché. Donc il y a d'abord une vision morale, une condamnation morale. Ensuite, il y a une condamnation qui va venir en tant que vice contre nature, l'idée d'un vice, l'idée effectivement d'un péché. On va accoler à l'homosexualité des caractéristiques infâmes. On reviendra justement sur les raisons de la condamnation de la pratique, mais dans ces mêmes années, on commence à parler d'homosexuels, on quitte justement, pour reprendre l'histoire politique, le légitimisme, l'orléanisme, et on parle dans le même temps de nationalisme, Olivier Dard. Oui, Michael l'a souligné, hein, le nationalisme, au fond, va suivre l'épisode boulangiste des années 1885-1889. C'est à partir des années 1890 que le nationalisme véritablement est forgé comme doctrine, notamment par Maurice Barrès, puis bien sûr par Charles Maurras, que ce nationalisme va s'accompagner de la naissance de forces ou de formes d'action politique qui vont être les ligues, alors la Ligue des Patriotes et puis ensuite beaucoup d'autres ligues et notamment la Ligue d'Action française. Mais ce qui caractérise aussi ce nationalisme, c'est le poids qui revêt la plume, le poids qui revêt la presse, car le nationalisme français
plus encore qu'une force politique instituée capable d'obtenir finalement des résultats électoraux conséquents, est d'abord une école d'écrivains, une école de la plume. Et de ce point de vue, c'est une de ses caractéristiques sans doute majeures, avec, mais ça, Michael y reviendra, au sein de cette famille nationaliste, effectivement, la présence, qui n'est pas un secret d'ailleurs pour les contemporains, d'un certain nombre d'homosexuels qui participent effectivement de cet engagement nationaliste. Alors, une presse nationaliste qui évoque effectivement le sujet politique, mais qui semble aussi aimer le scandale. Dans cette République d'ordre moral et dans cette Troisième République à peine moins puritaine que la période précédente, on tombe finalement dans une série de scandales de mœurs, scandales en particulier sexuels, le comte de Germigny, le capitaine Voyer, et c'est là que la presse nationaliste justement se saisit du sujet et réagit. Alors peut-être pouvez-vous évoquer justement toutes ces affaires de mœurs que la presse nationaliste, ou dont la presse nationaliste se délecte. Michael Studnicki. Alors effectivement, c'est un sujet qui n'est pas abordé spontanément au début de la Troisième République. L'homosexualité pour tous les courants, qu'ils soient aussi bien nationalistes que des autres tendances politiques, c'est d'abord un discours de réaction face à des premiers scandales qui vont éclater. Le premier scandale à éclater, c'est 1876, l'un des espoirs de la droite catholique, justement le comte de Germigny, qui va être arrêté dans un urinoir en compagnie d'un jeune homme avec qui il est pris dans un flagrant délit d'outrage public à la pudeur. Germigny est interrogé, il est libéré dans l'attente de son procès, mais la nouvelle de son arrestation va fuiter et va faire la une des quotidiens, et notamment des quotidiens républicains, qui vont s'en servir pour attaquer le camp conservateur, pour dénoncer l'hypocrisie morale. Et l'affaire du comte de Germigny, qui va se solder par la condamnation à quelques mois de prison du comte de Germigny, va être la première affaire où on va effectivement évoquer l'homosexualité sous l'angle d'un scandale. Et des scandales évoquant l'homosexualité, il y en aura toute une série que je détaille effectivement dans mon livre. On aurait pu prendre d'autres événements. Il y a celui du capitaine Voyer, par exemple, un militaire qui est arrêté dans le bois de Vincennes en 1880, en présence aussi d'un jeune militaire, flagrant délit encore d'outrage public à la pudeur. Voyer est proche de l'épouse de MacMahon. Scandale, l'ordre moral, on y revient. Voilà, il était notamment pianiste, donc on exploite l'immoralité. On fait des jeux de mots, le capitaine dévoyé, je le montre dans mon livre, effectivement, et on va à chaque fois insister sur la caractérisation des pratiques, et avec une certaine gêne quand même, puisqu'à chaque fois il faut décrire, il faut nommer, donc c'est pas si évident que ça, et d'autres scandales dans les années 1890, 1900 vont éclater. À chaque fois la presse nationaliste va s'en saisir, mais j'insiste, comme les autres tendances, et elle va colorer son discours. Mais on a un discours homophobe qui est unanime à l'époque, et la presse nationaliste va parfois le colorer avec certaines dimensions. La lutte contre la corruption de la jeunesse. Tout à l'heure, Olivier parlait de Barrès, parlait de Maurras, Déroulède, fondateur de la Ligue des Patriotes, Édouard Drumont, la France juive, un grand courant effectivement antisémite. Dans la Libre Parole, qui est le journal de Drumont, à chaque fois qu'il y a un scandale, on va essayer de cocher une case dimension antisémite finalement à ce scandale, et chaque mouvement politique va y trouver finalement un angle pour attaquer. Oui, et d'ailleurs, lors de l'affaire Dreyfus, on présentait Dreyfus comme un efféminé. Il y avait même d'ailleurs un scandale ou une dimension homosexuelle dans l'affaire, je crois, qui était ignorée des contemporains. Puis il y a des thèmes qui reviennent, vous le dites, rejet effectivement très fort des pratiques, une forme de dégénérescence du corps national, une inversion de genre, un vice aristocratique ou un vice bourgeois, parfois même, je crois, un vice étranger, on y reviendra. Cette condamnation dessine aussi en creux, je crois, un programme politique autour de l'ordre, de la virilité, autour de la force. C'est-à-dire que, oui, on ne se contente pas de condamner, on dessine en creux une sorte de projet alternatif. Alors les mouvements nationalistes se singularisent à cette époque par un discours qui va consister à efféminer la République. À partir des années 1880, la Troisième République va s'installer, il y a un courant républicain, et Olivier l'a dit, on comprend rapidement qu'il n'y aura pas de restauration monarchique. Donc, du côté des droites nationalistes, le pluriel a aussi son importance. Sous la plume de Barrès, sous la plume de Boulanger, sous la plume d'une romancière oubliée qui s'appelle Gyp, mais qui à l'époque était très diffusée, on va présenter la Troisième République comme un régime ayant un goût pour la parole, les débats parlementaires. On retrouve des scènes très claires chez Barrès. On va présenter la Troisième République comme un régime faible et féminin, avec en opposition, en creux, la monarchie, qui était un régime viril et qui était un régime incarné, et également une solution qui pourrait être celle proposée un peu plus tard par les ligues nationalistes,
qui vont voir le jour. On a parlé tout à l'heure de la Ligue des Patriotes, on va parler des Camelots du Roi, l'Action française. Il y aura d'autres ligues qui ensuite vont voir le jour plus tard. Et bien finalement, il y a un modèle de virilité qui est proposé par ces mouvements nationalistes, un goût pour le virilisme, un goût pour finalement l'ordre, mais l'ordre sous toutes ses formes, hein, l'ordre moral, l'ordre viril, l'ordre sexuel aussi, qui fait que on va défendre une conception masculine et quelque part nationaliste de... Il y a un discours, y a-t-il des revendications législatives? Est-ce que les mouvements nationalistes ou les ligues nationalistes ont appelé à durcir la législation, dont on peut rappeler d'ailleurs l'état exact dans ces années-là? Alors, depuis 1791, il n'y a plus en France, depuis l'abolition du délit de sodomie, il n'y a plus de pénalisation de l'homosexualité. En 1810, c'est pareil, le code napoléon ne le pénalise pas. Sauf que certains articles du code pénal permettent de pénaliser les relations entre personnes du même sexe, mais des relations qui en fait se passent le plus souvent soit dans la sphère publique, c'est-à-dire les outrages publics à la pudeur, des personnes qui dans des situations de drague, dans des parcs, dans des urinoirs. Oui, on pense à Julien Green, oui. Voilà. Oui, Julien Green, dont le tome 4 du Voilà. journal est disponible. vient de paraître, effectivement. On va retrouver aussi des condamnations d'attentats publics à la pudeur, quand des affaires vont concerner des personnes de moins de 21 ans. Il faut se dire qu'à l'époque, la majorité est aussi à 21 ans. Donc, y a-t-il ou non une demande de condamnation? Non. Et elle n'est pas là pour les mouvements nationalistes, mais elle n'est pas là non plus pour les autres tendances politiques sous la Troisième République, pour une raison simple, c'est que tout simplement la pratique policière de surveillance des lieux, c'est-à-dire que les lieux de drague homosexuelle, que sont les bains, que sont les parcs, que sont les hammams, que sont certains hôtels aussi de passe, sont connus des services de police qui font des systèmes de surveillance, des systèmes de fichage, qui parfois font des descentes. Et les mouvements nationalistes, comme les autres mouvements politiques, considèrent que la législation en vigueur permet quelque part de lutter contre le vice. Et ce qui pose réellement souci aux ligues nationalistes, c'est la visibilité de l'homosexualité. Oui. C'est ça qui pose réellement souci, l'efféminement et la visibilité. Donc il n'y a pas de discours. Il y a parfois des personnes qui, à l'échelle individuelle, vont chercher, je pense au préfet Chiappe, notamment dans les années 30, quand il dirigera la préfecture de police de Paris, qui va donner des consignes aux policiers pour durcir quelque part les contrôles. Mais la police des mœurs de Téhéran. On n'entre pas chez les gens. Oui. Non, mais il y a quand même une forme d'intimidation parfois sur une pression réelle qui est quand même exercée sur les personnes. Et il y a toute une stratégie aussi de fichage effectivement qui existe. Mais non, on n'est pas sous une forme de répression comme elle existe à l'opposé à l'époque en Angleterre et comme elle existera aussi en Allemagne sous la République de Weimar et à d'autres moments. Mais alors, Claude Séraphin. Oui, Michael Studnicki, il y a un mythe, une légende qui réapparaît régulièrement, un marronnier presque médiatique qui est reparu notamment à l'occasion de la panthéonisation récente de Badinter, selon laquelle en gros l'homosexualité ne serait plus pénalisée en France depuis 83. Oui, enfin... 1982, oui. 82, bon, on y était presque. Je crois qu'il y avait... alors, de mémoire, Vichy a rétabli une différence, disons, de majorité sexuelle entre relations hétérosexuelles et relations homosexuelles, et c'est cette distinction qui a été supprimée en 82, c'est bien cela. Oui, alors c'est un sujet qui, même si on prend l'historiographie, a été mal posé dès le départ. C'est-à-dire que si vous prenez des anciennes histoires de l'homosexualité, même sur de l'homophobie, on parle très régulièrement effectivement de dépénalisation. Les termes sont impropres. Pourquoi? En fait, c'est la fin d'une forme de discrimination sur effectivement la différenciation de l'âge sexuel. En août 1942, le régime de Vichy modifie un article effectivement du code pénal qui pénalise en fait les relations entre personnes du même sexe avant 21 ans, là où la discrimination elle est à 14 ou 15 ans pour les relations hétérosexuelles. Donc il y a une discrimination qui est maintenue à la Libération. Tout à l'heure, Olivier parlait d'ordre moral. La deuxième époque où on a réellement parlé d'ordre moral, c'est à la Libération, avec l'alliance finalement des gaullistes et des communistes dans un climat familiariste autour de la défense de la famille. Et cette législation, elle est maintenue en 1945. Elle est renforcée en 1960 par un amendement, l'amendement Mirguet, qui va définir l'homosexualité comme un fléau. Donc les années 1960 sont des années où on va pathologiser l'homosexualité. On va insister, on va le présenter comme un fléau, au même titre que l'alcoolisme, au même titre que la prostitution. Et dans les années 70, il y a l'émergence de mouvements révolutionnaires homosexuels qui vont porter cette revendication de la fin de la discrimination, revendication qui va être reprise par certaines gauches et qui va effectivement être portée par Robert Badinter en 1982, qui va supprimer cette discrimination, en même temps que d'autres choses également.
on va arrêter de traiter en France l'homosexualité comme une maladie mentale et on va aussi faire tomber d'autres petites discriminations autour de logements. Et voilà. C'est plus une manière impropre, à mon sens, d'avoir posé le débat il y a bien longtemps, mais... Concernant le traitement du scandale, on reparlera, si vous voulez, de l'affaire Wild, effectivement, de cet caractère exogène, étranger de ce qui est appelé le vice homosexuel. N'y a-t-il pas, dans la précision, l'anecdote croustillante, et on dit parfois, l'air de rien, certaines choses dont le lecteur pudique se serait pourtant bien passé, n'y a-t-il pas une certaine délectation dans le scandale et dans la presse ? Oui, totalement, parce que tout simplement, la plupart des comptes rendus de procès commencent par une condamnation morale, disent parfois, cher père de famille, cachez ce journal à vos enfants, cachez ce journal à vos femmes, on n'osera pas en parler, et puis finalement, on arrive vite dans le vif du sujet, parce qu'il faut décrire. Et donc, en fait, raconter à un moment donné un outrage public à la pudeur, vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer dans le détail, citer les descriptions des policiers, les dénégations parfois des accusés. Donc, effectivement, il y a quand même un goût pour le scandale, et il y a un goût surtout, mais qu'on a aussi aujourd'hui là, pensé à n'importe quel procès et à la délectation des médias et même globalement des Français, l'intérêt pour cela. Et dans l'entre-deux-guerres, il existe également une revue qui s'appelle Détective, qui marche très bien, et qui se fait la lie de toutes ces affaires. Hein. Il y a également les affaires étrangères, justement, affaires donc de mœurs étrangères. Il est question notamment du procès d'Oscar Wilde en 1895, et on peut lire dans une certaine presse que l'homosexualité en Angleterre est malheureusement une plaie presque aussi nationale que l'ivrognerie et le paupérisme. On pense au saillie d'Édith Cresson lors de son voyage officiel. Justement, comment reçoit-on l'affaire Wilde et quel discours elle permet d'élaborer autour de l'Angleterre ? Par exemple, une espèce de revanche autour du puritanisme victorien. Enfin, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le discours de la presse française, nationaliste, mais des autres tendances politiques également, l'homosexuel, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Ça peut être un vice arabe, à l'époque des colonies, le vice arabe, effectivement, propagé par les militaires, propagé par des récits comme quoi l'homosexualité serait très importante dans les pays du Maghreb. L'homosexuel, c'est aussi l'anglais. L'affaire Wilde, mais il y a eu également d'autres affaires juste avant qui disent que finalement l'homosexualité serait fort répandue en Angleterre parce que tout simplement il y aurait les public schools, il y aurait les pensionnats, il y aurait une tradition aristocratique. Ça rejoint finalement le vice aristocratique plus le vice anglais. Et l'affaire Wilde, elle est quand même particulière parce que Oscar Wilde est très connu. Oscar Wilde vit aussi pour partie en France, il est à Paris. Et à l'époque, il est lui-même arrêté après avoir fait un dépôt de plainte dans le cadre d'une affaire pour diffamation et il est condamné à la prison. Donc c'est une affaire effectivement qui fait scandale. Et la presse française s'en délecte, présente l'homosexualité comme un vice anglais, mais en même temps, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la presse étrangère fait la même chose. Quand les scandales Germini, Voyer ou quand d'autres scandales interviendront en France, la presse étrangère va présenter l'homosexualité comme un vice français. Et justement, il y a un peu une partie de ping-pong dans cette affaire, c'est-à-dire c'est un but partout. L'Angleterre marque, la France marque, et c'est également le cas pour les partis politiques. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une affaire qui touche un notable légitimiste ou conservateur, c'est la presse radicale qui en fait ses choux gras. Oui. Dès lors qu'il y a un notable, effectivement, de la République, c'est la presse nationaliste qui en fait ses choux gras. Est-ce que ce discours était spécifiquement nationaliste, justement ? C'est un discours au-dessus des partis, si j'ose dire. Voilà. Les droites nationalistes de cette époque, la Troisième République, sont homophobes. Comme les autres courants politiques sont homophobes. Oui, l'homophobie nationaliste se singularise par une forme d'exploitation qui touche certains types d'affaires. Par contre, les spécificités de cette homophobie, pour moi, ça peut tenir parfois aux spécificités existantes de chacun des mouvements nationalistes. Ça peut se teinter d'antisémitisme, ça peut se teinter d'autres choses. Par exemple, si on prend Henri Rochefort, qui est à un moment donné boulangiste, qui évolue à droite, il est anticlérical. Donc quand arrivent d'autres affaires comme l'affaire Flamidien dont je parle à un moment donné, 1889 à Lille, un enfant de 12 ans est découvert assassiné. On accuse le frère Flamidien d'avoir abusé de l'enfant et de l'avoir tué. La presse radicale s'en délecte, attaque effectivement l'ordre moral, mais Rochefort, qui à l'époque est à droite, s'en sert également. Donc on va retrouver ça, mais la particularité aussi des courants nationalistes, c'est que l'homophobie est mélangée à l'homoérotisme. C'est-à-dire que ces mouvements nationalistes sont aussi, par certains aspects, des mouvements homosociaux. C'est-à-dire que par leur... Une ambiguïté que vous soulevez, et Olivier Dard pourra d'ailleurs réagir à cette question. On peut vous lire. Par certains aspects, les ligues fonctionnaient comme des structures homosociales, offrant à des hommes la possibilité d'avoir des relations, pour peu que celles-ci demeurent discrètes et ne soient pas source de désordre pour leur camp. Alors, donc il y avait déjà à l'époque
présence de militants, de journalistes homosexuels dans ces mouvements. Oui, oui, oui. Depuis 150 ans, on retrouve des homosexuels et des lesbiennes à droite, comme on retrouve à gauche, comme on en retrouve de tout temps et de toute époque dans tous les régimes politiques. C'est quelque chose qui est documenté par les sources, qui est documenté par les fichiers de police de la préfecture de police de Paris, qui est documenté par des écrits en fait qu'on va retrouver. Et la meilleure incarnation pour moi à cette époque de cette ambiguïté, c'est l'Action française, qui en son sein a compté bon nombre de personnes qui étaient homosexuelles, discrètes, cachées, ou qui étaient bisexuelles. Le sociologue Didier Ribon, dans un de ses chapitres, se pose la question de savoir si l'Action française n'a pas fonctionné comme un cénacle gay. Je reprendrai peut-être pas l'expression, mais moi, à mon sens, l'Action française a donné à beaucoup d'homosexuels de droite le mode d'emploi sur comment concilier la défense de ses idées politiques et une vie privée, des mœurs. Vous allez déconcerter plus d'un auditeur de la radio libre du pays réel. La première des Gay Pride a donc eu lieu le 6 février 34, si vous vous souvenez. N'exagérons rien. Non, mais Non. cela étant, la liste est quand même... La liste n'est pas négligeable, Non. effectivement, de ces militants ou de ces journalistes. Et d'ailleurs, ce qui a perduré par la suite. Moi, ce qui me paraît effectivement le plus important dans ce que disait Michael, c'est à la fois l'existence du phénomène, mais son association à l'idée de discrétion. C'est-à-dire que de l'instant où on est dans une sphère privée et où la chose ne se voit pas dans l'espace public, il y a une distinction privée-publique qui est admise. Voilà, et ça ne signifie pas évidemment qu'on est tout à fait ignorant des mœurs des uns et des autres. Ne considérons quand même pas nos aïeux comme parfaitement naïfs, loin s'en faut. Voilà, mais je pense que ce qui va jouer, c'est effectivement cette question absolument essentielle de la visibilité. Et ce que soulignait aussi Michael, qui est très important, c'est le fait que ce rapport effectivement aux homosexualités et à la dénonciation de ces homosexualités est un phénomène transpartisan. Je veux dire par là, et c'est quand même un des grands apports du livre de Michael, de remettre en perspective ces droites nationalistes par rapport aux autres forces politiques, où on voit qu'effectivement, à gauche, chez les anticléricaux, etc., alors avec parfois effectivement des tropismes qui peuvent être différents, mais on n'hésite pas à utiliser un certain nombre d'affaires ou de scandales, avec évidemment la dimension, on l'a dit, anti-aristocratique, anticléricale, etc., etc. Évidemment, dès que c'est un curé ou un catholique pratiquant, ça Oui. pimente, j'allais dire, d'autant plus la presse radicale du temps. Cette distinction privé-public que rappelait fort opportunément Olivier Dard est celle finalement de la cité bourgeoise du XIXe siècle. Elle est attaquée au cours des années 20 et des années 30. Elle est associée à l'hypocrisie, à la décadence. Et vous avez un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de romanciers qui se servent du sujet homosexuel pour décrire une sorte d'atmosphère étouffante de décadence. C'est notamment le cas de Drieux-La Rochelle ou de Maurice Bardèche. Pouvez-vous nous parler justement de cette évolution du discours lors des années folles qui peut-être portent bien leur nom? Alors, le discours des droites nationalistes va effectivement évoluer, mais il va toujours évoluer sous la forme d'un discours de réaction en lien avec les différents moments de visibilité homosexuelle. Au sortir de la Première Guerre mondiale, ce qu'on a baptisé les années folles, l'expression fait aujourd'hui débat auprès des historiens, c'est un moment de visibilité de boîtes homosexuelles, de boîtes lesbiennes, de mouvements artistiques. Effectivement, Florence Tamagne l'a montré dans sa thèse, il y a une visibilité effectivement de l'homosexualité en France dans les années 20, et cette visibilité pour les droites nationalistes, c'est le symbole d'un dérèglement à la fois moral, mais qui va aussi plus loin, puisque à la fin de cette Première Guerre mondiale, on va être dans un contexte de dénatalité. Dénatalité qui a commencé déjà avant, dénatalité qui se poursuit par la saignée démographique liée à cette Première Guerre mondiale, et par la perspective aussi, la crainte d'une éventuelle Deuxième Guerre mondiale qui arrivera plus tard. Donc finalement, la question de la natalité, elle est prégnante, et donc la crise des années 30 qui arrive assez rapidement, les homosexuels sont plus ou moins présentés comme les boucs émissaires, les symboles d'une forme de dérèglement moral qui effectivement est symptomatique de la période. Et on retrouve chez Drieux-La Rochelle, c'est vrai, chez Maurice Sacks, c'est vrai, mais surtout chez Louis-Ferdinand Céline, qui évoque le sujet très, très, très régulièrement dans des termes très durs, très orduriers, très homophobes, et qui va effectivement faire de l'homosexuel le bouc émissaire de cette période de crise. Vient la guerre, vient l'occupation.
Olivier Dard, Michael Studnicki, les années d'occupation furent-elles, comme l'a écrit Patrick Buisson, des années érotiques? Et vous avez tous deux, j'imagine, consulté l'ouvrage et retenu le chapitre Les phalanges roses de l'Ordre Noir. Alors, qui étaient ces phalanges roses de l'Ordre Noir? Michael répondre. Alors, l'ouvrage de Patrick Buisson est Qui est intéressant d'ailleurs. en 2 tomes et effectivement très documenté. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'années d'âge d'or pour les homosexuels. C'est des années qui sont compliquées pour beaucoup de personnes, mais encore une fois, c'est une histoire de mode d'emploi. Le régime de Vichy a eu pour objectif de faire régner, finalement, de reprendre sur la question de la moralité, de reprendre un certain nombre de choses et de lutter notamment contre le vice, le fameux esprit de jouissance qui sera à l'origine de la défaite. Donc il y a une volonté de la part de l'État français de mettre en place une législation sur l'avortement, contre la prostitution, et aussi effectivement de lutter un peu contre le vice en adoptant la loi dont on parlait tout à l'heure, d'août 1942. Une fois ceci posé, on observe quand même que bon nombre d'homosexuels et de lesbiennes, pour peu qu'ils ne soient pas impliqués dans des affaires d'outrage public à la pudeur, pour peu qu'ils soient discrets, parviennent à détourner la législation, à ne pas se faire prendre. J'ai 2 exemples à vous citer. Le premier, c'est Henri de Monterland, qui est quand même arrêté à Marseille en 1940, qui parvient, dans sa correspondance avec Roger Perfit, c'est assez clairement expliqué, à s'en sortir. Et quelqu'un que j'ai également beaucoup étudié dans ma thèse, François Santin, qui parvient entre 1940 et 1944 à mener une vie tout en restant Qui est prudent. François Santin? Certains auditeurs le connaissent, je crois. Alors François Santin, c'est un Figure d'Action française. voilà, c'est quelqu'un qui C'est commence passionnant. Oui. alors François Santin, c'est quelqu'un qui a commencé, il baigne dans une famille effectivement monarchiste. Il commence dans les années 30 à Montpellier, les Camelots du Roi. Il monte à Paris. Il est proche de 2 personnes. La première, c'est Thierry Monnier. La seconde, ce sera Jacques Laurent. Il souhaite d'abord, dans un premier temps, devenir journaliste. Il va publier dans des revues proches de l'Action française des articles. Arrive la guerre. Il va travailler pour les chantiers de la jeunesse. Il a à l'époque une sympathie, on va dire, plutôt pour, pas le national-socialisme, mais un peu comme Jean Genet, il est sensible à l'esthétique homoérotique d'une SDAP. Et François Santin, après la Deuxième Guerre mondiale, il se cache, hein, il n'y a pas d'autre mot, il a peur d'être épuré. Il connaissait notamment Robert Brasillac. Il a peur d'être épuré, il se cache et ensuite il va mener une vie d'enseignant tout en continuant à avoir des sympathies nationalistes, mais avec une particularité tout au long de sa vie. Entre 1936 et 2009, il va tenir un journal qui a été pour partie publié, alors dans un premier temps à la table ronde par Lodenbach, qui était un de ses amis, puis plus tard par Patrick Mauriès chez Gallimard, qui sera publié sur les titres Minutes d'un libertin. 4 tomes sont sortis, mais la plupart sont inédites dans des archives que j'ai utilisées et que je cite parfois dans ma thèse. Michael Studnicki, vous avez cité à l'instant Jean Genet. Vous lui consacrez un chapitre pas piqué des hannetons, si j'ose dire, puisque... Alors, en réalité, vous ne révélez rien sur Jean Genet, puisqu'on sait que cette grande figure, célébrée notamment par les milieux, disons, LGBT, queer, a été, disons, a fait l'objet d'un essai, d'un grand retentissement en 2004, je crois, Yvan Jablonka, Les vérités inavouables de Jean Genet, qui révélait précisément non seulement cette érotisation du national-socialisme, mais une sorte de jubilation dans l'écrasement de la France par la virile armée allemande. Vous citez cette œuvre Pompe funèbre, alors qui est parue, semble-t-il, après-guerre. Oui, alors la particularité effectivement de Jean Genet, Yvan Jablonka, le grand mérite d'Yvan Jablonka, c'est d'avoir pas exhumé le passé de Jean Genet, mais d'avoir montré le premier ancrage de Jean Genet, qui d'abord est proche finalement à la fois de Jean Cocteau et notamment de François Santin, qui à un moment donné a même été, ils ont été très proches l'un et l'autre, et Genet effectivement dans les années 40, il est plutôt à droite. François Santin, dans son journal inédit, à un moment donné dans les années 46-47, peste contre le retournement de veste, tel qu'il le qualifie, de son camarade qui choisit l'autre côté de Saint-Germain-des-Prés quelque part. Et effectivement, j'ai consacré des pages à Jean Genet, j'ai développé, j'ai essayé de remettre surtout dans le contexte, dans le cadre de ces personnes homosexuelles qui étaient attirées finalement par le national-socialisme. Et Jean Genet l'a été
l'a été. Yvan Jablonka va un peu plus loin dans son ouvrage. Il dit que Jean Genet a globalement été attiré par la figure du mal. Mal, M-A-L. Donc, Buisson fait le même jeu de mots d'ailleurs. Beauté du mal. et beauté du mal. voilà. Donc, Enfin, si je puis citer simplement ces quelques mots de pompe funèbre précisément de Jean Genet que vous citez vous-même, le Führer envoyait à la mort ses hommes les plus beaux. C'était la seule façon qu'il eut de les posséder tous. Le Führer, ayant reboutonné sa braguette, gagna la salle de conférence où les généraux, l'amiral et les ministres l'attendaient. Sur le monde, la vie simple, souriante d'Hitler allait déclencher des actes terribles d'où naîtrait la plus stupéfiante floraison de cauchemars nocturnes qu'un homme à lui seul ait jamais suscité. Alors, il faut peut-être préciser que dans le cas de Jean Genet, c'était aussi une réaction au rejet dont il avait été l'objet dans la société, disons, un peu la société provinciale française, un peu étriquée. Le meilleur moyen de comprendre le rejet dont Jean Genet fut victime, c'est de lire le journal du voleur. Là, on Bien sûr. comprend assez bien le rejet qu'il a envers la France dans sa globalité. Hein. Oui. Et envers même une partie de l'humanité. Il y a toute la liste que cite également Patrick Buisson d'écrivains collaborationnistes et homosexuels. Ils font d'ailleurs tous le voyage à Weimar. On a Brasillac, dont vous citez le dernier poème, dans lequel vous décelez une suavité homosexuelle. On peut le lire. Je n'ai jamais eu de bijoux, ni bagues, ni chaînes au poignet. Ce sont choses mal vues chez nous. Mais on a mis les chaînes aux pieds. On m'a dit que ce n'était pas viril. Les bijoux sont faits pour les filles. Donc, poème un peu mièvre qui, effectivement, rappelle les romans de Brasillac. Et on comprend que les conquérantes n'étaient finalement vraisemblablement des conquérants. On a Abel Bonnard, on a Marcel Bucard, la grande Marcel. Et la belle Bonnard. Et la belle Bonnard. On a également, plus surprenant, je l'ignorais, Alphonse de Chateaubriand. Lors de l'épuration, bizarrement, l'homosexualité a été prise comme une espèce de charge aggravante pour ces auteurs. Alors, il faut savoir que la résistance, c'est à l'époque fait les choux gras, effectivement, de la présence d'homosexuels au sein du gouvernement. Vous ne citez pas Jacques-Benoît Méchain, dont je parle dans ma... Sacrée émission. On lui a consacré une émission. Oui, et dont je parle, la belle Bonnard, d'autres. Donc ça, c'est déjà souligné par les résistants sur la période de guerre. La presse de gauche, et notamment communiste, va s'en emparer. Mais elle va s'emparer de quelque chose qui avait déjà été dit. Marcel Bucard, dès les années 35-36, vous prenez l'Humanité, vous pourrez retrouver des occurrences où on se moque de Marcel Bucard et du francisme, des jeunes qui sont autour. La spécificité pour Bucard, c'est que la police française avait un dossier très, très à charge avec... il a été filé, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Donc, il y a des notices, il y a des éléments bien précis. Donc, c'est un nouveau stéréotype autour de l'homosexualité, c'est l'homosexuel collaborateur. Et ça, c'est un nouveau stéréotype qui va apparaître en 1945. Tous les collaborateurs n'ont pas été homosexuels, hein, de même qu'il y a des résistants homosexuels. C'est une autre réalité qui a été longtemps cachée. Alors, dans ce livre... Et si je vais même plus loin, on peut avoir été homosexuel de droite et après avoir été homosexuel résistant. Le meilleur exemple, c'est Daniel Cordier. Absolument. Sartre se fait l'écho, je crois, de cette idée que le collaborateur est un averti. Sartre, Guénaud... On voit s'écrire au fur et à mesure une sorte de typologie de l'homosexuel de droite. Alors, on a l'homosexuel collaborateur, on a également, c'est en introduction, l'homosexuel nazi, qui est véhiculé donc, par les bienveillantes ou par OSS 117. On a l'homosexuel misogyne, Stéphane Eke. Oui, figure oubliée aujourd'hui, Stéphane Eke, proche des Hussards, décédé en 1960. Oui, effectivement. Prématurément. Oui, on a l'homosexuel ariston mondain, un peu snob, avec Jacques de Ricomont. Autre figure très importante des milieux nationalistes, hein, Jacques de Ricomont, ami de Jean-Marie Le Pen, et financeur, parmi d'autres, de la revue Arcadie au début des années 50. Première revue homosexuelle à durer dans le temps. Les premières revues, que ce soit Arcademos en 1909, que ce soit Inversion, que ce soit ensuite d'autres revues du début des années 50 sont toutes éphémères, elles sont condamnées, mais par contre Arcadie, Ricomont va la financer au début des années 50 et Jacques de Ricomont va jouer un rôle assez important, mais effectivement l'homosexuel plutôt mondain. Je consacre des pages à Jacques de Ricomont, effectivement. Il y a l'homosexuel dandy, évidemment, on pense à André Fréniaud. Il y a l'homosexuel un peu caché, un peu honteux, on peut penser à Henri de Monterland ou à Marcel Jouandeau. Il y a tous ces personnages, effectivement, que les auditeurs découvriront avec droite nationaliste et homosexualité, personnages Eke en couleur. Pardonnez-moi, l'homosexuel misogyne, auteur de Faut-il réduire les femmes en esclavage. Je ferme la parenthèse. Pamphlet terrible. Pamphlet terrible. Et on voit également que, à travers ces figures, finalement, la droite se met à s'y habituer, puisque un certain discours évolue. Si la condamnation reste absolue,
condamnation religieuse dans les milieux catholiques traditionnalistes, condamnation également un peu corps de garde, un peu plus viril, on reparlera de Jean-Marie Le Pen. Déjà, il y a une forme de théorie de l'homosexualité de droite, tant du côté d'Alain de Benoît ou même de Dominique Vénère. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un discours de réaction concernant l'homosexualité, mais il y a aussi un intérêt de certains courants pour toutes ces questions. Vous avez cité Alain de Benoît. Alain de Benoît est un intellectuel qui lit énormément et qui lit d'abord ses adversaires. Et donc, effectivement, il y a un intérêt pour ces sujets. Chez Dominique Vénère, c'est à mon sens totalement différent parce que Dominique Vénère, c'est les questions de virilité qui l'intéressaient, Oui, oui. et notamment Sparte. Donc, Dominique Vénère, c'est pas du tout intéressé aux questions de l'homosexualité, mais on le retrouve effectivement à droite. Mais il n'y a pas de théorie de l'homosexualité à droite, à mon sens. Il y a pas, on est sur un discours de réaction, mais un discours qui effectivement va évoluer. Sauf que il y a un mode d'emploi. Moi, je parlerais plutôt de mode d'emploi. C'est vous pouvez être toléré effectivement en tant qu'homosexuel de droite si vous êtes discret ou secret, si vous n'êtes pas efféminé, si vous êtes viril et si vous faites d'abord passer vos idées politiques avant Alors, votre justement, orientation sexuelle. certes, mais vous parlez tout de même d'une sorte d'exaltation de l'aristocratie homosexuelle, d'une aristocratisme en fait, comme loisir antique, redécouvert. Alors, il y a effectivement un goût pour l'homosexualité antique. Parmi les personnages, on peut aussi citer Roger Perfit, qui était un homosexuel de droite, absolument. lui aussi ami de Jean-Marie Le Pen, compagnon de route même du Front National à la fin de sa vie. Citons Jean-Marie Le Pen. Si on m'apprenait qu'il y a des homosexuels au FN, je ne serais pas étonné et je ne me cacherais pas sous la table. Il doit y avoir des homosexuels, mais il n'y a pas de folles. Les folles, on les envoie se faire voir ailleurs. L'homosexualité est un phénomène vieux comme le monde. Du moment que ça ne vise pas les mineurs, c'est du domaine de la liberté de chacun. Il n'y a pas d'exigence haute que de celle de l'égalité au Front National. En revanche, le FN critique l'homosexualité militante, réclamant des droits plus étendus. On est en 1995 et la France découvre stupéfaite que le directeur de cabinet du maire de Toulon a été assassiné dans le cadre d'une affaire de mœurs et d'une affaire de mœurs homosexuelle. Quel feneki. Tout à fait. Donc, la phrase que vous citez, elle a été prononcée un peu après l'enterrement de Jean-Claude Poulet-Dachary, qui était le directeur de cabinet de Jean-Marie le Chevalier, qui venait d'obtenir la mairie de Toulon. C'est une affaire de mœurs qui défraie la chronique de la presse, parce que deux choses. Déjà, c'est un fait divers, et surtout, on découvre la présence d'homosexuels au Rassemblement national, ce qui semble à l'époque incroyable, puisque 10 ans plus tôt, Jean-Marie Le Pen a eu tout un tas de propos sur l'homosexualité en tant qu'anomalie biologique, sociale, et notamment un positionnement à l'époque du sida, qui est une instrumentalisation du sida. Ça, je le démontre longuement dans la thèse. Et avec les sidaïques, les propositions de sidatorium. Donc en fait, on découvre finalement qu'il y a des homosexuels au Front National. Or, il y en a encore. Mais à l'époque, effectivement, c'est quelque chose de c'est quelque chose de caché. Jean-Marie Le Pen, depuis les années 50, a des homosexuels dans son entourage. Et il y a une différence entre la position publique du Front National, qui à l'époque comporte beaucoup de cadres du courant national catholique, pour qui l'homosexualité est un vrai problème. Les démarches, les discours homophobes les plus importants du côté des droites nationalistes sont portés par le courant national catholique, autour de Présent, autour de Jean Madiran. On n'en dira pas de mal, puisqu'il y a des animateurs de radio. Non, le but, c'est pas forcément d'en dire de mal, mais c'est de dire que tout simplement, effectivement, le courant qui s'est le plus intéressé à cette question pour la condamner, c'est pas le Rassemblement national, c'est les gens autour du national-catholicisme, et parce que tout simplement, on revient aux problématiques de base. L'expression a un peu évolué depuis 30 ou 40 ans. Oui, bien évidemment, on n'est plus là-dessus, mais dans les années 90, on est encore là-dessus. Olivier Dard, présence d'homosexuels au Front National dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen. Quelle surprise, on tombe des nues. Non, pas du tout. Non, mais bon, c'est pas une surprise. On l'a toujours su, et je crois qu'effectivement la citation qui est donnée ici, qui a été lue il y a quelques minutes, donne assez bien ce qu'était le point de vue, le point de vue de Le Pen lui-même. Par contre, cela a pu servir à discréditer certains adversaires internes. Vous parlez par exemple, il y a plusieurs pages sur la défense de l'honneur de Bruno Maigret, une sorte de Villerago qui se furtait sur l'entourage des uns ou des autres, etc. Donc ça pouvait rester en fait une espèce de manière de discréditer ou d'un peu mouiller l'adversaire interne. C'est une arme. Vous citez Bruno Maigret en 1998-99, il y a des tracts contre Bruno Maigret qui l'attaquent sur le plan personnel, qui raille le fait que Bruno Maigret a connu sa femme par le biais d'agences matrimoniales. Ça sort mais ça sort à l'époque, voilà. J'en parle également. On peut également parler de Florian Philippot. Les angles d'attaque contre Florian Philippot, c'est de l'ordre de la querelle interne sur le positionnement du Front National de l'époque. Alors, sans vouloir faire la psychanalyse de la droite traditionnelle, puisqu'on arrive au terme de l'émission,
il y a dans cette suraffirmation de l'autorité paternelle, dans l'ordre, dans la loi, dans la fascination pour les modes d'organisation verticale et quelque part phallique, n'y a-t-il pas quelque chose finalement de compensatoire? Dans quelle mesure ce discours viriliste, droit nationaliste, n'est-il pas lui-même une forme de compensation collective, une manière d'encadrer, de neutraliser quelque chose de plus latent? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet homophile, homosexuel à droite qui a longtemps été tué et qui est un peu le tabou suprême justement de ce Oui, mouvement? pour moi, je vous l'ai dit un peu précédemment, les mouvements nationalistes ont pour beaucoup fonctionné sur une dynamique homosociale, une valorisation finalement de la virilité qui est telle qu'au bout d'un moment vous sombrez dans l'homoérotisme et il n'est pas illogique finalement de retrouver des homosexuels à droite. Et vous citiez Dominique Vénère, quand on lit certaines pages de Dominique Vénère, une exaltation de la virilité à un certain point. On est parfois effectivement à la frontière, même si on n'est pas homosexuel, mais on exalte tellement la virilité que au bout d'un moment, on joue, Oui. on joue sur ces deux ouvrages. Et il y a un ouvrage très ancien d'Andrew Hewitt qui s'appelle, qui traite, le nom, je ne l'ai plus en tête, mais qui revenait sur ce sujet il y a 30 ans, un historien britannique. Et oui, effectivement, les deux vont de pair, hein. Oui, c'est-à-dire que ces auteurs-là, sans avoir eux-mêmes Oui. connu ou Non, s'être intéressés à l'homosexualité, peuvent, en exaltant effectivement des figures de virilité masculine, intéresser un lectorat qui, lui, ira chercher autre chose que des sujets politiques. Votre livre pose aussi une question très humaine. Ce désir de discrétion, Oui. ce désir d'intimité, eh bien, séduit effectivement les homosexuels de droite. Que deviennent-ils historiquement? Ne sont-ils pas finalement les grands lésés, les grands vaincus de l'histoire, ceux qui prônaient une forme de pudeur, ceux qui prônaient une forme d'intimité, qui parfois d'ailleurs avaient une vie de famille tout en éprouvant des désirs homosexuels? Est-ce qu'au terme de l'ouvrage, vous parlez effectivement du Pax, vous parlez du mariage pour tous, vous parlez de la libération sexuelle, est-ce que ce ne sont pas finalement les grands vaincus de cette histoire de l'émancipation et de la libération sexuelle en France? Michael Stunicki. Je ne sais pas si on peut les appeler les grands vaincus. Le blanc soleil des vaincus. Faut partir Un mot d'un comme un point deux. simple, c'est que pendant longtemps, on ne se définit pas forcément comme homosexuel ou lesbienne. Pendant longtemps, les gens ont une double vie. Le fait de se définir homosexuel ou Oui. lesbienne est quelque chose finalement d'assez récent. Et vous parlez du Front National. Au Front National, il y a des gens qui en fait avaient une double vie, comme on en retrouve au Parti communiste, comme on en retrouvait chez les socialistes, comme on en retrouvait ailleurs. Cette double vie n'est plus vraiment possible dans le cadre d'une émancipation et d'une décontraction générale des mœurs, où la vie privée et la vie Je publique, pense- la distinction est un peu plus faible et abolie. Si je vais un peu plus loin, il y a un documentaire très récent qui est sorti sur France 2 autour des hommes politiques et cette question-là. Moi, je pense que c'est d'abord une histoire individuelle. Ça renvoie à la vie privée. On n'est pas obligé non plus en tant qu'homme politique de se mettre en scène ou non. Donc après, ça renvoie plus à la question de la politisation ou non de l'homosexualité Mhm. qui a été mise en place à gauche. C'est-à-dire que dans les années 70, les mouvements d'extrême gauche tels que le Phare vont faire de l'homosexualité une question politique et vont se l'approprier. Et depuis les années 80, la vraie rupture que j'ai montrée, je pense, dans mon ouvrage, c'est que les gauches se sont converties à la cause homosexuelle. Dans les années 70, le PCF est très homophobe, hein. Quelqu'un qui s'intéresserait à communisme et homosexualité se rendrait compte qu'il y a une homophobie très importante pendant très longtemps. Et la conversion des gauches à la question homosexuelle, elle a quelques décennies, hein, en fait, tout simplement. Et quid Claude de Séraphin. Gay France? Alors, on en a C'est pas un thème Nous central de n'avons votre pas ouvrage. parlé de Gay Car France. Gay en France effet. serait justement... Alors, Vous avez une minute. alors parlez-nous de Gay France. je vous écoute. Si j'ai une minute, je renverrai deux choses au livre, mais également un article qui est paru dans la RHMC. Gay France est une revue nationaliste, homosexuelle, qui a d'ailleurs défendu malheureusement la pédophilie, donc la dépénalisation des rapports enfants-adultes. Encore plus farouchement que l'équivalent de cette presse à Oui. gauche. Ah bah oui, on parle de Libération. Libération, c'est rien comparé à ce qu'était Gay France. Ça existait Plus entre... tardif en plus, à une Oui, époque où c'était oui, moins à la mode. ça existait entre 1986, lancé par Michel Quénier, qui est l'ancien numéro 2 de la FAN, hein, qui était un mouvement néo-nazi en France, qui a existé entre 86 et 95. Ça cesse parce que tout simplement, pour des questions d'exploitation de vidéos mineures, il y a un procès, 1997, le premier procès de la pédophilie en France, la pédocriminalité, pardon, c'est Taureau Bravo. J'en parle dans le livre et je renvoie vraiment à l'article. C'est quelque chose de... Il y a des éléments, vraiment, les Il y a auditeurs... tout un chapitre, il y a 70 pages. parce que Les petites annonces de Gay France. c'était le Tinder ou le Grindr de l'époque. Et effectivement, on Gay France, recherche c'est toutes les ambiguïtés, initiatives condamnées aussi bien à droite que du côté des homosexuels. Sur ces notes de la fin, chers auditeurs, merci Michael Stunicki, merci Olivier Merci. Dard, merci Claude Merci. Séraphin. À dans un mois, et d'ici là, je n'ose le dire, mais que Dieu vous garde.